Moi, j'ai une question qui me taraude tout le temps, c'est la question du temps. Alors, comme on a déjà un peu de retard, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais quand on commence à bosser dans un quartier de renouvellement urbain, on nous dit, mais en fait, c'est pour dans 15 ans, c'est pour dans 20 ans, moi je serai plus là, ou j'espère que je serai déjà parti. On discute avec des gamins d'aménagement de square ou autre, d'aires de jeu, et quand ça sera réalisé, ils seront au lycée dans le meilleur des cas. Donc, donc on a un vrai sujet sur la question du temps. Et la question de la ville, comme j'aime bien cette phrase de Coulas, qui dit c'est la mise en scène de l'incertitude. En gros, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on nous demande quand même de faire comme si on savait. C'est aussi une rencontre improbable entre des élus, de la technique, de la finance, de la politique divers et variés. C'est beaucoup un jeu d'acteurs avec des logiques contradictoires qui doivent matcher dans un même projet. Et ça, c'est sûrement un des grands mérites de l'ANRU, d'avoir obligé tout le monde à bosser ensemble sur une même ligne, sur un même objectif et dans un même cadre d'un projet. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il faut quand même que ça soit peace and love and happiness. C'est qu'il faut quand même qu'on y prenne du plaisir, qu'on se marre, que ça soit agréable et que le job, il soit fait à la fin. Sinon, on fait un boulot qui n'est pas très intéressant. La question du temps, je trouve que c'est un truc intéressant. Je me suis amusé une fois à faire ce petit exercice en disant le maire, il est élu un dimanche soir à 20h. Bon, jusque-là, tout va bien. Il a l'onction divine en même temps, donc il sait tout sur tout à 20h01, puisqu'il est élu. Il met 2 ou 3 ans à faire son projet de mandat, à le mettre en place, à trouver son bon staff administratif, technique et autres. Il met 3 à 5 ans pour monter une ZAC, qui va prendre 10 à 15 ans pour se réaliser, globalement. Donc en gros, il y a entre 15 et 20 ans entre le début d'une ZAC pensée par un territoire et sa réalisation. Quand c'est un privé qui achète, il met 20 à 25 ans pour rembourser son prêt immobilier. Quand c'est un bailleur, il met 50, 60 ans pour rembourser son prêt à la Caisse des dépôts. Donc en gros, entre le moment où le maire il est élu et l'opération elle est amortie financièrement, il se passe globalement entre 40 et 80 ans. Voilà, au revoir, on vient bientôt. Hein. On va aller vite, on va faire ça vite. Hein. Alors un petit exercice, il y a 20 ans, vous vous souvenez quelle était la meilleure vente de CD hein Dido, vous vous souvenez de Dido? Alors les plus vieux d'entre nous, oui, mais sinon, on avait un peu oublié Phil Collins, pareil. Il y a 20 ans, la voiture de l'année, c'était une Renault Mégane. Qui aujourd'hui achèterait ça? Non, bah, vous l'avez acheté d'occasion. Même pas. Bah, c'est pas le même modèle qu'en 2002, en 2003. Voilà. Ça s'est guère amélioré. Ok, j'ai fait une connerie, tant pis. Le Premier ministre de l'époque, c'était Jean-Pierre Raffarin. Est-ce qu'il y a des nostalgiques de Jean-Pierre Raffarin? Non, personne. Pas trop. Hein. On a l'impression que c'est au Moyen-Âge. Pas par rapport à sa tête. Hein. Et la révolution informatique de 2003, c'était iTunes. C'était le... Avant, il y avait les MP3 et après, il y a eu la dématérialisation de la musique. Donc, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y avait des CD, des cassettes et des 33 tours. Alors, si on fait l'exercice il y a 40 ans, alors là, on vient... Raymond Barre, la Rover 3500. Je ne savais même pas que ça existait. Et l'Apple II, qui était quand même une révolution incroyable à l'époque, ça fait quand même un peu old school, quoi. Donc 40 ans, 20 ans pour faire une ZAC, 20 ans pour rembourser, c'est abominablement long en termes politiques, techniques et autres, mais dans nos métiers, par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, c'est même pas la fin de l'adolescence, c'est la fin de l'enfance. Et du coup, si on se reprolonge en 2043, on peut se faire quelques hypothèses. On peut se dire que les banques, elles vont disparaître parce que c'est des gros enfoirés dont on n'a plus besoin et qu'on va remplacer ça par du crowdfunding. C'est vachement plus rigolo. Qu'on va remplacer nos élus par les réseaux sociaux. Ça, c'est en bonne voie. On verra bien ce que ça donne. On aura des centres commerciaux en friche. Ça va peut-être pas attendre 2043. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Peut-être que Blablacar va racheter la SNCF. Parce qu'il y en a marre de ces trucs de fonctionnaires. Ça marche pas, c'est toujours en retard. Donc... on va filer ça un peu efficacement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis éventuellement, on aura plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 degrés.
On nous annonce ça pour la fin du siècle, mais globalement, alors pour le coup, là, il n'y a personne qui est en retard, on est plutôt en avance. Donc c'est plutôt milieu du siècle qu'on va avoir ça. Donc c'est des bricoles, entre guillemets, sur lesquelles, quand on fabrique la ville, on peut quand même s'interroger un petit peu sur la relation au temps. Et puis on a quelques modes, quelques présupposés, on construit dans la durée l'investissement dans la pierre. Vous savez, c'est solide, c'est dur, ça dure longtemps. Je me suis amusé à faire une petite liste, début des UP en 1959. Globalement, 10 ans après, on a dit c'est des conneries, on arrête. La fin des tours HLM, 73, on n'avait pas commencé longtemps avant. On finit les UP en 67, en 77, c'est-à-dire 10 ans après. Jacques Barrot, ex-homme politique décédé, je crois, qui lance le premier plan banlieue habitat et vie sociale. Donc 10 ans après les UP. Je vous passe toutes les dates, hein, parce qu'il y en a beaucoup. En gros, en 20 ans, il y a 20 ministres de la ville. Donc on parlait juste avant d'une forme de stabilité, d'arrêter de faire des allers-retours dans tous les sens. Nous, à chaque fois qu'on arrive dans un quartier, on se dit, tiens, ça serait bien si on faisait autrement. Les entrées d'immeubles, on va les retourner. Mais elles avaient déjà été retournées 3 fois. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il change, il revient en arrière. Donc, comment on fait dans ces cas-là pour rester dans la durée? 20 ministres en 20 ans. Chacun balance son plan banlieue avec 3 cacahuètes. Il n'y a pas de pognon, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de pensée derrière, c'est creux, c'est vide. C'est le plan Marshall pour les UP, machin, c'est le plan machin, c'est le plan truc. Ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'il n'y a que Borloo qui a fait un job un peu solide en 2005 avec la création de l'ANRU. Pas parce que c'est Borloo qu'il aime bien le whisky, mais parce qu'il a obligé tout le monde à bosser ensemble. Il a tordu le bras à tout le monde, il a récupéré du pognon pour y aller. Mais sinon, c'est vraiment... c'est assez terrible. Un autre présupposé, la croissance urbaine est bénéfique. Alors la croissance, on s'interroge un peu maintenant sur le sujet. Il y a quelques années, on s'était amusé à faire une étude avec un fiscaliste, alors qui n'est pas une matière enseignée à l'école d'archi, mais qui est vachement intéressante, sur l'impact sur la fiscalité locale du développement d'une commune. En gros, plus développe vite, plus ils perdent de pognon. Donc, allez, 3 lotissements, 4 ZAC, 4 machins, ça fait des écoles, des trucs, des machins, ça fait des agrandissements de salles de conseil municipal, ça fait des frais, et plus ils vont vite et loin, plus ils perdent d'argent. Donc la croissance urbaine, elle n'est pas bénéfique en termes financiers. C'est le débat qui est en ce moment sur les grandes agglos. La propriété privée, comme le Graal de toute réussite individuelle, il faut être propriétaire pour réussir sa vie. Il y en a qui ont des Rolex à moins de 50 ans, d'autres qui passent par le logement. Quand on voit la décorrélation entre la courbe bleue, qui sont les revenus, les revenus disponibles, et la courbe noire, qui est celle du prix de l'immobilier, on se dit qu'à un moment donné, si l'aboutissement d'une vie, c'est la propriété, il y en a beaucoup qui ne vont jamais aboutir leur vie, quoi. C'est juste pas possible. Il faut sortir de ces abominations. Et puis que la mixité passe par la propriété, c'est le Graal qu'on nous demande d'obtenir dans les ANRU aujourd'hui, en disant il faut faire, on démolit et on fait de l'accession. Quand on regarde les moyennes statistiques, alors en moyenne, il y a toujours autant d'accédants à la propriété. Quand on regarde un peu plus dans le détail, les plus modestes, les 25% les plus modestes sont passés de 34% de propriétaires en 1975 à 16% en 2015. Donc il y a 2 fois moins de propriétaires des classes, les 25% les plus modestes. Et il y a 20% de plus dans les classes les plus aisées. Donc la mixité sociale par l'accès à la propriété, concrètement, c'est foutaise. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et puis une seule règle pour tous, ça c'est le dogme de la République française, hein, c'est partout la même loi, c'est partout la même règle. Quand on voit les tensions sur les zones, comment on peut imaginer les mêmes modalités à Lyon, on bosse beaucoup en ce moment sur le Grand Genève et sur la partie française, ou sur Annecy, et puis à Maubeuge, à Périgueux, ou dans chacune de vos campagnes préférées, c'est juste, on peut pas. Voilà, on peut pas. Donc on a certains présupposés qui sont qu'il faut foutre à la poubelle, quoi. Et du coup, ça pose un certain nombre de questions. On n'a pas les mêmes temps pour un habitant, un élu, un technicien
un bailleur ou un urbain, on a des salaires à payer, un chiffre d'affaires à faire, des emmerdes au quotidien et puis des gens à trouver, à embaucher et autres. C'est pas le temps de l'élu, c'est pas le temps de l'habitant, c'est pas le même temps. Donc comment on les met en raccord les uns les autres? Ça, c'est un vrai sujet. Comment on assume le fait de se planter ou de ne pas être sûr d'avoir raison? C'était Maurice Charrier, l'ancien maire de Vaux-en-Velin, qui me disait ça une fois où on discutait de choses et d'autres, qui me disait on n'engueule pas l'hôpital parce qu'il n'y a que des malades et que ça coûte cher. Donc est-ce qu'on pourrait foutre la paix aux banlieues parce qu'il n'y a que des gens en difficulté et que ça coûte cher? Ça fait partie du job. Le sujet, c'est pas que les gens restent à l'hôpital toute leur vie ou qu'ils restent dans... S'ils ont envie de faire autre chose, d'habiter ailleurs, il faut bien sûr que ce soit possible. Mais c'est pas ça, c'est pas une bonne analyse, je pense. Et que du coup, ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'on n'a plus beaucoup de certitudes. On a des convictions, on a des envies, on a des rêves, on a des désirs, mais pas trop de certitudes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein. On a pris deux exemples, hein, sur les Minguettes et sur la Villeneuve de Grenoble et Échirolles. Les Minguettes, c'est un cas assez rigolo parce qu'on y bosse depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. On a pris la suite d'Antoine Grimbach, qui a réinventé un concept urbain absolument génial qui s'appelle la rue. C'est-à-dire on va faire des rues aux Minguettes, avec des trottoirs, un truc incroyable. Donc nous, on est aussi ambitieux que lui, on a inventé un nouveau concept qui est une place. Vous voyez ce que c'est, un espace vide, un carrefour avec des commerces en rez-de-chaussée, des bâtiments au-dessus. Donc on ne sait pas si ça va marcher. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui était prévu au départ. 66, c'est un grand champ, c'est un peu les mêmes images que ce que tu as montré à Rieux, hein. Des champs de patates. Alors il n'y avait pas le ZAN à l'époque, donc c'était plus pratique. Mais 66 des bulldozers dans tous les sens. 72, c'est fini. Alors là, qui fait mieux? Personne. On ne sait plus faire aussi vite. C'est peut-être bien, hein. Mais ils ont fait le job. 72, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a 9500 habitants qui vont bosser dans les usines de la vallée de la chimie. Parce que globalement, c'était fait pour ça, les Minguettes. J'ai cru qu'il y avait un train qui passait, un train de marchand. Ça faisait un peu... Ouais, c'est pour ça. Donc 72-75, c'est la vie rêvée des beaux logements modernes avec l'eau chaude à tous les étages, du chauffage urbain, des gamins qui étaient en uniforme, hein, je tiens à le souligner. Ils avaient tous les mêmes... et ça avait l'air d'être assez efficace. 82, l'apothéose des Minguettes, mais c'est aussi le début, c'est la marche des beurs. Il y a eu les commémorations il n'y a pas très longtemps de la marche des beurs. Au même moment, il y avait Rachid Taï qui lançait carte de séjour pour les anciens musicos. Aller regarder dans les archives, c'était plutôt sympa. 82, donc c'était l'apothéose. Ils avaient un peu oublié de faire 2-3 équipements publics. Il y avait 2-3 bricolettes qui manquaient, parce que toutes les UP n'étaient pas bien équipées, loin de là, ou absolument pas reliées au centre-ville. C'était relié aux usines, mais pas au centre-ville. C'était comme ça l'objectif, c'est du stockage de main-d'œuvre. Et puis 2008, alors on ne voit pas bien l'écart, mais entre les deux photos, il y a le début des démolitions. En gros, entre la fin de la construction des Minguettes et les premières démolitions, c'est 10 ans. Ils ont commencé à démolir les tours démocratie, les 10 tours démocratie, 10 ans après la fin des Minguettes. Et à cette époque-là, il y avait un taux de vacances qui était autour de 30%, je crois, de mémoire, sur le plateau des Minguettes. Personne ne voulait y habiter. Et on commençait à démolir à tour de bras des choses qui avaient une dizaine d'années. Et pour l'anecdote, c'est Jean-Michel Jarre qui voulait faire sauter les tours lors d'un 14 juillet avec son et lumière, comme un gros... Donc c'était festif. C'est plus sympa que le bal du 14 juillet. Alors, il ne l'a pas fait, heureusement, mais... Voilà, c'était... au départ, on avait tout bien fait, hein, on avait stocké toute la manœuvre nécessaire à la vallée de la chimie. Depuis, on a démoli, construit, fait arriver le tram, créé des rues, mis en synergie l'ensemble avec la métropole lyonnaise. Ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on est très embêté pour poser sur la table, c'est la question du peuplement de ces quartiers.
qui est quand même le sujet principal dont personne ne parle. On passe poliment dessus. Mais ces quartiers-là, tous les quartiers sur lesquels on bosse, nous, sur renouvellement urbain, et on en fait quand même un certain nombre, ils sont tous partis en vrille au début des années 80, au début des lois de décentralisation, au début de la fabrication du pavillonnaire en masse, où toutes les personnes qui pouvaient sortir de ces endroits-là, à juste titre, sont parties, et ne sont restés que ceux qui n'avaient pas le choix. Et donc ça peut être ça peut être des politiques un peu de salopards, de politiques qui s'occupent des bailleurs sociaux, qui ont stocké dans ces quartiers-là des populations défavorisées pour faire de la place ailleurs. On a quelques exemples précis plutôt dans le sud de la France. Et puis ces quartiers se sont retrouvés dans un engrenage un peu compliqué, jusqu'au moment où on a pris en charge un peu plus fortement, au-delà de l'habillage de façade. Et on pense, nous, que demain, les Minguettes, ça va être rattrapé par l'énergie, par la force, par l'urbanité de la métropole lyonnaise. Donc petit à petit, ça va se digérer. Ça va, comme à Rieux, il y a une qualité de site qui est juste pas possible. C'est comme les seuls premiers bâtiments de logement qu'on voit quand on arrive du sud de Lyon, c'est les bars des Minguettes. Il y a une vue absolument géniale. On doit voir la mer par temps clair là-bas. Et on est assez confiant sur le fait qu'un jour, les Minguettes pourront retrouver une stabilité. Mais les principes qu'on met en œuvre, c'est les principes de la ville classique qui vont progressivement s'imposer sur cette ZUP. Voilà. Ça a été initié par Grimbach. On continue, nous aussi, dans ce registre-là, sur les Minguettes en tout cas. Et on pense que petit à petit, la ville classique, la rue, l'îlot, un système compréhensible par le plus grand nombre, va s'imposer sur le plateau des Minguettes et on va recycler, soit par démolition, soit par recomposition. On va recycler un peu progressivement et ça va se digérer dans la ville classique, entre guillemets. Mais globalement, la ZAC de Vénissieux, qui est une toute petite opération au milieu des Minguettes, c'est l'ancien centre commercial, ça a mis 20 ans pour virer un casino et 3 commerces, dont 2 n'étaient pas tout à fait des commerces. Pour fabriquer 4 plots et un peu de commerce en rez-de-chaussée, on a mis 20 ans. C'est 2 fois plus longtemps que pour faire la ZUP. Démocratie, les tours Montmousseau, ça a été démoli en 85, en 83. Nous, on a construit quelques logements au début des années 2000 et ça sera fini en 2020-2025. Donc, par rapport aux discussions ce matin avec les conseils citoyens, de dire, ben voilà, ça va être formidable, on va concerter, machin, sur un truc qui se fera dans 40 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est que ça pose des questions qui sont quand même pas simples. Sur les villes neuves de Grenoble, alors ça, c'est un tout autre registre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'AUA, toute la bande des architectes un peu engagés des années 60 avec Michel Corajoux, qui ont fabriqué un projet à la demande du maire de l'époque de Grenoble, dont le nom m'échappe, si quelqu'un l'a en tête, qui était au PSU, qui était très engagé avec Michel Rocard sur les politiques sociales innovantes et autres. Comment? Non, non, c'était avant, c'est bien avant. Ça va me revenir. Un problème d'âge, c'est pas grave. Et ils ont voulu développer à la Villeneuve une vision de la ville radicalement bienveillante, hyper qualitative, et en prenant en compte l'ensemble des échecs qu'ils ont eu sur les ZUP divers et variés. Donc ils ont fabriqué ce qu'on appellerait aujourd'hui un écoquartier. Les bagnoles stockées en périphérie du quartier dans des parkings. À l'étage, au-dessus des parkings, des écoles. Comme ça, le matin, les parents pouvaient poser les gamins à l'école, prendre leur bagnole et partir bosser. Hyper rationnel. Des circulations piétonnes sur l'ensemble du quartier, pas de bagnole à l'intérieur. Des équipements publics, des écoles, des crèches, des gymnases, des piscines, en veux-tu, en voilà. Les écoles, c'est des écoles ouvertes. Donc quand on sortait de la salle de classe, on passait par l'extérieur pour rentrer dans notre salle de classe. La cantine du collège, c'était une cantine ouverte. C'est que les gamins mangeaient à côté des ouvriers du bâtiment qui venaient finir de retaper 2-3 immeubles. Il y avait une télé, une radio locale.
il y avait un système d'ordure par pneumatique. Donc on mettait son sachet, tchac, et ça partait pneumatique, machin. Enfin, un truc doré sur tranche. Et je ne connais pas un quartier, ni de ces années-là, et encore moins maintenant, qui a poussé la réflexion aussi loin dans l'intégration d'une vie sociale, de la question de l'éducation, de la question de la culture, parce qu'il y a bien sûr des équipements culturels aussi, dès l'origine. Et les appartements, c'est des immenses appartements avec des vues sublimes sur les Alpes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à une réunion publique, une dame est venue me voir à la fin en pleurs en disant « mais j'arrive pas à vendre mon appart ». Elle était au-dessus du tramway, hein. Donc elle avait un T5 au dernier étage en duplex avec terrasse vue sur les Alpes. Je ne sais plus la surface, 100, 120 mètres carrés le T5, un truc sympa. À 50 000 €, les gens ne le voulaient pas. Quand elle donnait son adresse, en disant je suis au 3 machin de la rue, machin, les gens raccrochaient. Pas question, no way. Donc c'est pas une question de la conception de départ. C'est pas que ça a été mal conçu, que les architectes étaient des manchots, que les urbains étaient bêtes et que les élus ont fait n'importe quoi. Même les endroits où ils ont coché toutes les cases, ils ont été géniaux sur plein de sujets, ça bug. Donc, alors c'est pas pour disculper la profession et nous tous, mais ça pose d'autres questions sur lesquelles il faut dire les choses, quoi. Il ne faut pas tourner autour du pot, quoi. Et les Villeneuve de Grenoble, c'est validé en 67, en 69, en 72, en 70, pardon, le début des travaux, premiers habitants en 72, c'est-à-dire 5 ans. Entre le moment où ils disent OK, on y va, on a fini les plans, et au moment où il y a les habitants, 5 ans. Pour faire tout ça. Pourquoi aujourd'hui il faut 20 ans pour faire un projet de renouvellement urbain? Pour bouger 3 logements, mettre un coup de pied à un bailleur pour qu'il veuille bien retaper son logement, attirer 2 promoteurs et faire bosser un peu tout le monde correctement. Pourquoi on y met 20 ans? Juste pour le plaisir de prendre son temps ou parce qu'on est... Ce qui ne veut pas dire que c'était bien, hein, parce que peut-être qu'ils sont allés trop vite aussi. Peut-être que ça allait trop vite. Mais aujourd'hui, la Villeneuve de Grenoble et d'Échirolles, mais c'est surtout la Villeneuve de Grenoble qui est la plus emblématique, c'est fait autour d'un parc fait par Michel Corajou, qui est juste un bijou. Et donc, ils sont montés en hauteur pour dégager de l'espace libre pour faire un parc. Il n'y a pas un quartier, il n'y a pas une ZUP, il n'y a pas un quartier de ces années-là où il n'y a pas un beau parc. À la Duchère, il y a un beau parc. Au Minguette, il y a un parc. À la Villeneuve, il y a un parc. On bosse à la Mosson, Montpellier, où il y a un parc. Ils ont tous un parc, plus ou moins beau. Et ça ne suffit pas non plus. Donc la difficulté... Les Villeneuve de Grenoble, au début, c'était 50-50. 50% de privé. C'est livré d'origine comme ça. 50% de privé, 50% de logements sociaux. Donc c'est pas non plus un déséquilibre, comment dire, social qui a fait bugger. Sauf que ça ressemble à ça, c'est que c'est incompréhensible. Les Villeneuve de Grenoble, pour ceux qui connaissent, quand les gens donnent leur adresse, quand ils invitent quelqu'un chez eux, ils vont les chercher à l'extérieur du quartier. Pour 2 raisons. Parce que, un, leur adresse est introuvable. L'adresse, c'est la composition de l'adresse, c'est le numéro du bâtiment, c'est le numéro de leur étage, mais l'ascenseur s'arrête qu'un étage sur 3, parce que c'est des duplex inversés. Donc si tu habites au 2, au 4e étage, tu es au 2, 1, et tu as l'appartement 22. Donc tu es au 2122 de la ville des Villeneuve. Donc autant dire que personne ne trouve. Donc les gens vont chercher leurs copains à l'extérieur pour cette raison-là, et puis parce que ça craint, parce que c'est juste pas vivable en termes de sécurité, parce qu'on se fait emmerder jour et nuit, matin et soir, et ainsi de suite, et que c'est incompréhensible, que le système qui a été fait avec 1000 bonnes intentions est totalement incompréhensible. Donc il y a des vrais sujets quand même de faire évoluer. Bien sûr, le sujet, on s'est battu pour ne pas démolir avec le maire de Grenoble, pour que l'ANRU ne torde pas le bras suffisamment violemment pour être obligé de démolir. On démolit un tout petit bâtiment, un bout du truc, mais pas déstructuré. Mais ça demande quand même de bosser. Et là, contrairement aux Minguettes, la ville nouvelle, elle ne gagnera jamais. La ville classique, pardon. La ville classique, l'îlot, la rue, la forme traditionnelle de la rue, elle
ne pourra jamais rentrer à l'intérieur des Villeneuve. Donc là, il faut assumer cette modernité-là. Il faut y aller. Avant nous, on avait un prédécesseur qui n'est pas manchot, c'est Yves Lion, qui essayait de ramener les Villeneuve dans une trame urbaine classique, entre guillemets. Donc ça ne marchait pas. Ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'il y a une puissance de la construction du système qui fait que soit on casse entièrement, soit on casse rien, parce que ça peut pas, c'est pas digérable. Contrairement aux Minguettes tout à l'heure, qui est tout à fait digérable, parce que la structure des Minguettes n'est pas très solide. Ça n'a pas été très réfléchi, on va dire. Là, il y a quelque chose de vraiment hyper intéressant, mais le bug de cet endroit, de ce quartier, c'est début des années 80, c'est un changement de municipalité, un changement de politique de peuplement, et donc un début du déclin. C'est vrai à Grenoble, mais c'est vrai dans pratiquement tous les quartiers de France et de Navarre dans ces années-là. Donc il y a un sujet qui est assez... qui va au-delà de la forme, des questions diverses et variées. Et puis juste en 2 secondes, parce que je prends un peu de temps, on a fait beaucoup de concertations, enfin on a mis entre 2015, 2016, 2017, on a démultiplié un certain nombre d'ateliers, de trucs et de machins. Il y a des conseils citoyens, mais c'était au-delà du conseil citoyen, c'était bien au-delà du conseil citoyen. Et à Grenoble, il y a depuis l'origine les APU, les ateliers populaires d'urbanisme, qui sont un collectif d'habitants qui défendent une vision des choses qui est hyper intéressant. La difficulté, c'est qu'à un bout d'un moment, on se fait préempter le débat par des sachants qui ne sont pas des habitants, qui défendent un point de vue qui est un point de vue politique et pas un point de vue... ce qui est tout à fait légitime, hein, c'est juste choisir l'endroit où on défend son point de vue politique et un point de vue autre. Et que du coup, la démultiplication des ateliers, des rencontres et autres fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec on a bien compris l'attachement au quartier, on a bien compris les difficultés quotidiennes des gens sur le relogement, sur les enjeux de réhabilitation et autres, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, on n'a pas les réponses, nous, en tant qu'urbain. C'est pas notre job, quoi, tout simplement. C'est pas notre job. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres endroits, d'autres instances et d'autres dispositifs pour discuter des sujets qui ne sont pas ceux de l'urbanisme, entre guillemets. Mais c'est toujours intéressant, même quand on se fait emmerder. La photo, c'est... On démolissait 20 logements sur l'ensemble des Villeneuve, donc c'est quand même très epsilonesque. Mais on s'est fait squatter 2-3 réunions publiques. Ouais, c'est pas bien grave. Et puis, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, moi je défendais une posture en disant, mais vu le côté hyper intelligent du boulot qui a été fait sur les Villeneuve au départ, la qualité architecturale, la qualité de la programmation, la qualité de pensée. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à minima, par respect pour les Villeneuve, faire au moins aussi bien à côté? C'est-à-dire d'éviter de faire une ZAC avec les pieds qui ressemble à une ZAC comme de partout, un truc dégueulasse, quoi, médiocre. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'obliger à ce que les constructions, les opérations neuves qui soient juste à côté des Villeneuve, il y en a un certain nombre, en bleu là sur l'image, soient au moins aussi bien? C'est une sorte de respect à minima, quoi. Qu'on exporte les qualités des Villeneuve et qu'on n'importe pas la banalité de la ville classique. Et là, on ne sait pas faire. Là, on se heurte à une difficulté. Ouais, mais tu te rends bien compte, c'est compliqué, quoi. Et le promoteur, il ne voudra pas. Et puis là, donc on fait un truc qu'on sait faire, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est pas respectueux pour... c'est le débat entre l'existant et le neuf. C'est pas respectueux pour l'existant de faire un truc médiocre à côté. C'est pas bien. Et on pourrait faire vachement bien. Et il y a plein de professionnels, de gens qui pourraient faire des trucs formidables. Et on se heurte à ça, on reste sur la question du périmètre, de ce qu'on sait faire, et c'est toujours un peu agaçant. Donc en conclusion, ça c'est juste pour finir de vous réveiller. Moi j'aime bien qu'on puisse se dire que ça pourrait arriver, ça. C'est un peu improbable, mais... Alors je vous rassure, c'est pas arrivé, hein, c'est un photomontage. Ça c'est arrivé, pour de vrai. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, c'est un conseil des ministres d'une île micronésienne qu'ils ont fait sous l'eau pour dénoncer le réchauffement climatique. Donc ça, c'est arrivé. Ou ça, on pourrait se dire on replie les dispositifs et on passe à autre chose, quoi, pour éviter de refaire ça. Et je trouve qu'on a
Oui, mais c'est... Voilà. Et c'est ça moi, qui m'amuse et qui m'intéresse dans le job, c'est d'essayer de sortir en se disant on pense à des choses qui sont... on est quasiment sûr, enfin on a des certitudes, mais il ne faut pas confondre certitude et conviction. Et il faut qu'on accepte d'être dans l'incertitude et dans l'improbable et dans le... On ne sait pas. En fait, pour de vrai, on ne sait pas. Donc faisons-nous confiance, discutons, échangeons, et puis laissons le temps de faire atterrir les choses. Sinon, on fait que des conneries. Ce qui n'empêche pas d'en faire, mais le moins possible. Voilà pour cette petite séquence. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans la salle? Ou notre invité nous inviter? Sur la question de la concertation. Merci. Sur la question de la concertation, tu sembles... je ne suis pas certain de comprendre le message. Est-ce que c'est un lieu stérile ou est-ce que c'est un lieu, au contraire, d'adhésion qui pourrait quand même être une porte de sortie, enfin, non pas une porte de sortie, mais disons un pas en avant vers le bon projet urbain, c'est-à-dire l'urbanisme partagé. Si ce n'est pas le lieu, c'est le projet. Alors, moi, je suis très ambigu là-dessus. On a intégré la concertation à l'agence parce qu'on pense que ça fait partie du projet. On ne peut pas avoir d'un côté des concertants qui concertent et puis de l'autre côté des concepteurs qui conçoivent. Ce n'est pas possible. Donc il faut que ça soit en même temps. Donc on porte cet enjeu de concertation, de dialogue en tout cas. Je préfère l'appeler dialogue depuis très longtemps et on continue à le faire. On continuera à le faire. Par contre, je pense que sur des projets urbains, de renouvellement urbain, les dispositifs, le temps qui est à disposition et les moyens qui sont alloués ne sont pas à la hauteur. Il y a des sujets sur lesquels, en gros, on a eu des séquences où il fallait qu'on dépose un dossier en rue. Le pire qu'on a eu, c'est qu'on a eu 3 mois pour faire un dossier en rue. C'est-à-dire envoyer le dossier en rue avec le tableur Excel, les plans, ce qu'on démolit, machin bidule. Mais même quand c'est 6 mois, même quand c'est 1 an, comment on est capable de faire à la fois en même temps un dossier technique complet en rue recevable, et c'est juste une abomination administrative sans nom, et un dialogue sérieux de co-conception ou d'échange, de partenariat avec les habitants, les assos, les usagers, tout ce qu'on veut. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est techniquement pas possible. C'est humainement au-delà des forces de tout le monde. Ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir ce dont on parle, à quel moment et avec quel objectif et que ça soit transparent. Il y a une ambiguïté avec l'ANRU, c'est sur la co-conception du projet. Comment on va... Enfin, d'aller expliquer qu'on va faire un projet, nous on a besoin d'un peu de temps, qu'il faut qu'on le débatte avec les bailleurs, les collectivités, tout le monde, avec les services de l'État, qu'on le chiffre, qu'on l'analyse, qu'on le fasse atterrir, qu'on en rediscute tous ensemble, 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'on l'envoie à l'ANRU, qu'il nous fasse ses remarques, et qu'en fait on saura peut-être dans 2 ans, 3 ans, si on peut le faire, parce qu'on aura le coup de tampon par l'ANRU ou pas, cette complexité-là de mise en œuvre des projets, elle est très difficilement compréhensible. Donc il y a des élus qui disent ben, ça, on ira concerter une fois que le dossier sera tamponné par l'ANRU, c'est-à-dire qu'une fois que les grandes lignes seront posées, une fois que c'est posé, il y a 1000 choses à concerter sur l'aménagement, sur les espaces publics, sur la mise au point du projet, et c'est peut-être largement suffisant. Mais faire en amont, ça pose question. Et après, c'est la question de la capacité à discuter de sujets qui sont des vrais sujets pour les habitants. On avait bossé sur Rieux il y a très longtemps, en 97, on a gagné une petite sur le quartier du Mont-Blanc. On fait les aménagements des espaces extérieurs au Mont-Blanc. On va se balader, on se dit, on va mettre quand même beaucoup de pognon. C'est juste pas possible qu'on aille voir les gens en concertation sur l'aménagement sans être capable de répondre tout de suite à remplir un nid de poule, à remettre une balustrade quelque part, enfin des petites choses du quotidien qui sont de l'ordre de la gestion. Donc on avait dit à la métropole, dans la réponse, Grand-Lyon à l'époque, dans la réponse au concours, on veut un budget de, je sais pas, 1 million de francs à l'époque, je crois, pour faire, indépendamment du projet, pour rendre le service aux habitants.
Parce qu'on ne sait pas faire sinon. Donc, ne serait-ce que ça, on n'a jamais réussi à le faire. Ce n'est pas une question de pognon, c'est une question de dispositif administratif qui fait qu'il faut aller demander au service de l'un, de l'autre, du machin, de la mairie, du truc et du machin, et il n'y a personne. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est juste. Et du coup, aller discuter avec des habitants de trucs qu'on fera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être, si on ne change pas d'avis, si le maire n'a pas changé, si l'envoyé est toujours d'accord, s'il y a toujours le pognon, si le bailleur ne s'est pas barré en disant finalement je ne réhabilite pas ou je ne fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça, sans faire le job du quotidien, c'est indécent. Donc il y a plein de sujets comme ça où cette question du temps, comment on prend en compte le temps des projets, qui est hyper long. C'est peut-être bien, mais c'est compliqué à faire comprendre. Et le nombre d'habitants qui disent oui, mais votre truc là c'est vachement bien, moi je serais plus là. Je serais mort. C'est la première hypothèse. J'aurais déménagé, genre j'aurais réussi à me sauver du quartier. Ou de toute façon j'en ai rien à foutre, je vais vendre et puis je vais partir à autre chose ou je sais pas quoi. Et puis ils ne se projettent pas pour leurs enfants, souvent. Donc c'est vraiment cette question-là. Je suis un peu long, je suis désolé, mais c'est discuter, bien évidemment, c'est indispensable parce que ça nous permet de mieux comprendre les endroits où on arrive. On ne comprend pas, même si on est hyper fort, bien évidemment, on a été formé ici, donc on est hyper talentueux, hyper fort. Mais on ne comprend pas une ville, un quartier, un territoire, un mode de vie. Surtout qu'il y a certains modes de vie qui sont assez éloignés des nôtres. Moi, je ne vis pas comme dans une banlieue, donc je ne sais pas comment ça vit. Donc on a besoin de discuter, on a besoin de comprendre, on a besoin d'observer. On a besoin de discuter de quoi, avec qui, quand, ça, c'est pas toujours très clair. Merci beaucoup. Encore une question ou pas? Non? Moi j'en ai une dernière rapide. Vous avez parlé de la grande qualité architecturale et urbaine de Villeneuve, de Grenoble. Est-ce qu'il y a une reconnaissance, je dirais, institutionnelle par des protections type architecture contemporaine remarquable ou par protection dans un PLU de ça? C'est classé en patrimoine remarquable du XXe siècle. Ah ouais, d'accord, donc c'est devenu un label ACR, parce que c'est vrai que ces labels-là permettent aussi parfois, pour les habitants, de retrouver une fierté, qu'on puisse reconnaître la qualité de l'endroit où ils vivent. Ouais, la fierté pour les habitants, c'est quand ils peuvent envoyer leurs gamins. Je suis très hyper basique, je suis désolé. C'est d'envoyer les gamins dans une école qui soit correcte et qui soit à peu près confiant, qui rentre le soir en bon état. Ça, c'est la priorité. Mais pour de vrai, hein, et c'est pas à Grenoble, c'est globalement de partout. C'est globalement de partout. C'est la question des écoles et la question de la sécurité. Question des écoles, on a fini par trouver une combine pour arriver à s'en occuper. C'est proposer systématiquement des démolitions. Dans tous les quartiers où on intervient maintenant, systématiquement, on propose de démolir toutes les écoles. Ça oblige à les reconstruire. Sinon, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc moi, j'ai toujours la même mauvaise blague quand en réunion publique, je dis, moi j'aime beaucoup les écoles et le corps enseignant, et je trouve que c'est vraiment le truc là. Du coup, on va les démolir. Parce que sinon, les gens ne s'en occupent pas. Donc la question des écoles, la question des cartes scolaires, c'est pas notre boulot, a priori, on peut toujours en dire un mot. Et la question de la sécurité, c'est des trucs, c'est con comme la lune, mais si ça, c'est pas réglé, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne sert à rien, ou pas à grand-chose. Ça ne veut pas dire que la question patrimoniale n'est pas importante, que la question architecturale n'est pas importante, et ainsi de suite. Hein. Mais c'est que le B à bas, c'est la base, c'est la sécurité, la bouffe et les écoles. Si ça, c'est réglé, après, on peut discuter sereinement et faire des projets sereinement. C'est rarement le cas. Merci beaucoup. Merci à vous.